vous êtes sur RTL. Guten Tag und guten Abend. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ils refont la France. Vous le savez, c'est tous les vendredis soirs et c'est l'actualité française vue par les correspondants de la presse étrangère. C'est un peu comme le dit Vincent, notre Erasmus à nous chez RTL, avec ce soir... Hallo, ich bin Birgit Holzer, deutsche Journalistin. Paolo Levi, agenzia italiana ANSA. Richard Verly du quotidien suisse Blick, bonsoir. Un cavalier qui surgit au-delà. Diego de la Vega, periodista espagnol. Et oui, et voilà, Juan José, c'est un peu notre Zorro à nous. Et puis il y a aussi notre partenaire Courrier International. Bonsoir et merci à tous les quatre d'être là pour faire à la France et à la vérité. On est 5 et on remercie beaucoup Virginie Garin d'être restée avec nous. Elle va tout nous dire sur les nouvelles annonces parce qu'on va avoir une grosse page de l'émission consacrée aux paysans, aux jours de colère cette semaine. On va parler aussi de la loi immigration, de ce feuilleton français de la loi immigration. On va voir notre petite rubrique préférée désormais, Sacré Français, et puis l'anatomie d'un triomphe. Le cinéma français triomphe à Hollywood, enfin triomphe pas encore, mais en tout cas est nommé 5 fois. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Aujourd'hui, on est à 2 agriculteurs par jour qui se suicident. Symboliquement, nous avons pendu des combinaisons avec de la paille dedans sur le pont de l'autoroute. Nous en sommes déjà à 9. Cet après-midi à 14h, on en rajoutera une autre, ça fera une 10e. Ça veut dire que depuis 5 jours que nous sommes sur le blocage, on a perdu 10 membres de notre famille et on a laissé 10 familles dans le deuil. Voilà, alors la colère du monde paysan, après avoir secoué les Pays-Bas et l'Allemagne, est arrivé en France cette semaine avec des blocages, des appels au boycott du salon de l'agriculture, les charges croissantes, la concurrence ukrainienne ou même à l'intérieur de l'UE, les politiques environnementales européennes contraignantes. Le PM, le Premier ministre donc, vient de faire des annonces, Virginie Guérin, et il était temps peut-être. Alors oui, exactement. Il a annoncé d'abord des aides financières. Il est venu jucher sur sa botte de paille avec un gros chèque. Il était dans le sud-ouest, d'où le mouvement est parti, à cause d'une crise sanitaire, la maladie bovine, qui engendre des coûts astronomiques de vétérinaires pour soigner les vaches. Donc, les aides vont être augmentées. Même chose pour les agriculteurs victimes des inondations dans le Nord, en Bretagne. Des aides pour les viticulteurs, secteur en crise. Et puis encore 50 millions pour la filière bio. Il a annoncé des simplifications. Le mois de mars sera le mois de la simplification. Donc, les préfets dans chaque département devront voir quels arrêtés, quels décrets peuvent être simplifiés. Par exemple, pour pouvoir débroussailler plus facilement. Il y a beaucoup de réglementation écologique qui bloque ce genre de travaux. Il a parlé de 14, une réglementation de 14 règles. Alors ça, c'est pour les haies, pour planter des haies, il y a 14 réglementations différentes. Donc, on va essayer de simplifier tout ça. Et puis, il a aussi parlé évidemment des prix avec des sanctions qui seront prévues pour la grande distribution, les industriels qui ne paieraient pas suffisamment, les éleveurs en tout cas qui ne répercuteraient pas dans le coût du produit la hausse de l'énergie pour mettre dans les tracteurs, la hausse des engrais. Sauf que cette idée de sanction et de contrôle, ils l'ont déjà entendu de nombreuses fois. Donc, on peut voir ce soir qu'ils se méfient. Et puis, surtout, l'annonce importante, c'est le très symbolique pour les agriculteurs, c'est ce qu'ils mettent dans leurs tracteurs, c'est sur le gasoil. Donc, le gouvernement avait envisagé, ils ont un avantage fiscal, les agriculteurs, ils ne payent pas de taxes sur leur gasoil. Le gouvernement avait envisagé, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, parce que c'est une énergie carbonée, d'augmenter la taxe de 3 centimes par an jusqu'en 2030. Eh bien, Gabriel Attal a annoncé qu'il abandonnait cette réforme. Bref, ils vont faire tourner la planche à billets, Virginie. Enfin. Oui, mais ça risque de ne pas suffire ce soir parce que le ras-le-bol, il est général. Les agriculteurs, ils ont envie d'être considérés, ils ont envie qu'on leur dise qu'on les aime, ils ont envie de pouvoir vivre de leur travail. Et là, on le voit partout en Europe, il y a une crise grave du monde agricole. Et donc, ces mesures-là, je ne pense pas qu'elles suffiront pour éteindre l'incendie en France, en tout cas. Merci beaucoup, Virginie, d'être passée dans les studios pour nous parler des annonces du Premier ministre. Alors, on le rappelle, les paysans en France, c'est 400 000 personnes. C'est un quart d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire en dessous de 13 000 euros annuels. En 30 ans, le revenu net de la branche agricole a baissé de 40%. Un suicide tous les 2 jours, disait le paysan qui a ouvert cette séquence. Et en France, une immense disparité de l'ensemble entre, par exemple, les grands céréaliers de la Beauce et les petits éleveurs du Sud-Ouest. Est-ce que c'est pareil
en Allemagne, Birgit, on a vu que que la colère était aussi assez profonde en Allemagne. Oui, le mouvement a même commencé un peu avant celui en France, début janvier. Mais en Allemagne, et contrairement à ce qu'on voit en France, il y a eu un déclencheur assez concret. Le gouvernement allemand doit faire des économies parce que c'est prévu dans sa constitution. C'est toujours, hein. Oui, donc il faut absolument. Et il faut couper. Et ils ont entre autres voulu couper, entre autres, les subventions justement pour le carburant pour le secteur agricole. Oui. Et c'était ça, en fait, qui a fait... qui a mis le feu aux poudres. Absolument, qui a fait déborder le vase. Et effectivement, il y a eu une grande colère qui s'est exprimée parfois de manière pas complètement non violente. Il y a eu même des manifestations, plusieurs centaines de tracteurs qui ont cherché le ministre de l'économie, qui est un vert, un écologiste, sur un bateau alors qu'il a fait un voyage privé. Du coup, on sentait vraiment que... là, il y a carrément de la haine, alors. Oui, il y avait carrément ça, mais... Ce qui est un peu paradoxal, c'est que le gouvernement, depuis, a annoncé qu'il allait renoncer à une grande partie de ce qu'ils avaient prévu, mais la colère est toujours là. Donc c'est un peu la même chose qu'en France, c'est-à-dire une colère plus profonde et plus globale. Il faut dire, Paolo Levi, que le monde agricole est au centre d'une série d'injonctions contradictoires. Le en même temps semble pas possible. Il y a le pouvoir d'achat, mais il y a aussi produire bien. C'est incroyable. Ils sont soumis. Ils demandent à la France, au gouvernement, de les aider. Mais on sait bien que tout ça se joue au niveau de l'Europe. C'est quand même un métier, une activité qui est vraiment soumise à des paradoxes incroyables. Tout à fait, tout à fait. Disons qu'on est en train de vivre une époque très complexe et problématique, dans le sens que d'un côté, nous avons l'obligation, si on veut survivre sur cette planète, de faire cette fameuse transition écologique, et en même temps, on a le devoir de préserver des filières comme celle agricole qui sont en première ligne pour garantir, disons, la sécurité alimentaire de notre continent, l'Europe. Et donc, face à ces deux priorités qui peuvent paraître par moments contradictoires, toute la difficulté et toute la difficulté du défi est de trouver, un compromis, un juste équilibre entre ces deux priorités aujourd'hui pressantes. Et il faut être aussi, disons, on a entendu les annonces de Gabriel Attal, c'est des annonces qu'on va étudier, que des experts vont certainement décrypter de façon meilleure que la mienne, mais je pense qu'il y a aussi, au-delà de ces réponses, disons, de courte et moyenne terme, il y a aussi un vrai questionnement par rapport à quel modèle voulons-nous pour le futur d'agriculture en Europe, quelle nourriture voulons-nous sur nos tables. Donc c'est une question très très complexe, et je trouve que c'est très bénéfique d'avoir des mobilisations comme celles qu'on a aujourd'hui en Allemagne, en France. En Italie ou pas? Y compris en Italie. Oui. En Italie aussi, c'est exactement les mêmes revendications. Il y a vraiment un ras-le-bol généralisé pour la hausse du gasoil. Chez nous, ils sont très sensibles aussi à cette réglementation européenne sur la viande cultivée qui vraiment ne passe pas. Et Giorgia Meloni a répondu. L'Italie a été le seul pays européen à interdire cette perspective de viande cultivée. En Italie, ils protestent beaucoup. Je n'ai pas entendu en France sur une farine d'insectes faite avec des insectes qui apparemment est en train d'envahir l'Europe. Et donc mais disons, le ras-le-bol, la grogne, elle est la grogne de tout un continent, et je pense que les réponses qu'on doit y apporter sont aussi au niveau européen. N'oublions pas aussi, parce qu'on ne le dit jamais en France, que la France est le premier bénéficiaire de la PAC. Donc Bruxelles n'est pas uniquement... 60 milliards de la PAC pour la France. Allez, on parle de l'Espagne, on parle de la Suisse dans un instant. On continue notre dossier sur cette colère du monde paysan. À tout de suite sur RTL. RTL. Remaking France. Avec Anaïs Bouton. Magasin. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Sortie du champ, 35 centimes. Vous allez au Leclerc 20 km plus loin, 3 €. Alors, vous trouvez pas qu'il y a un problème? En France, s'il n'y a pas des larmes et du sang, eh bien, il n'y a rien abouti.
Alors ça, voilà, le problème du pouvoir d'achat, le problème de la violence aussi, de la colère qui se projette comme ça. Alors, je me suis fait demander par Richard parce que j'ai dit que c'était 60 milliards d'euros pour la France, la PAC. Non, je me suis pris les pieds dans ma feuille. La PAC, c'est 60 milliards d'euros en tout en Europe et 10 milliards annuels pour la France. Juan Rosé, j'aimerais bien avec vous parler un peu de cette question du pouvoir d'achat qui est centrale pour les Français et probablement pour tous les Européens. On écoute 2 auditrices d'RTL qui ont appelé au 3210 cette semaine. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que on accuse le gouvernement, etc. Mais c'est les Français, moi, que j'accuse. Ils évitent d'aller dans les supermarchés acheter de la viande qui provient de l'étranger et qui sont hors normes. Eh bien, qu'ils aillent chez les agriculteurs acheter en direct. Faites vivre les agriculteurs et ça ira mieux. Voilà les réponses d'Amy, qui a aussi appelé le 3210. Voilà, je m'appelle Amy, j'ai 80 ans. J'ai beaucoup d'affection pour nos agriculteurs, mais je voulais expliquer, j'ai une toute petite pension. J'achète mes légumes dans une chaîne qu'on trouve dans les villes moyennes, où les prix sont vraiment bas, et ce sont les seuls légumes que je peux me permettre. Comment faire pour les aider? Je ne peux pas faire plus. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Trop mignonne, Amy, mais alors comment faire, Juan Rosé Dorado? C'est une équation, on dirait qu'il n'y a pas de solution. Oui, on ne connaît pas la réponse, mais cette réponse, on ne la connaît pas en France, mais on ne la connaît pas non plus dans les autres pays européens. Vous savez, en Espagne, on a le double d'agriculteurs qu'en France. Nous, on est près des 800 000 agriculteurs pour un pays qui est quand même des 20 millions d'habitants en moins. Donc, la souffrance des agriculteurs, elle est la même si elle ne s'exprime de la même façon qu'en France, avec les images qu'on a vues ces derniers jours et cette colère qui existe chez les Français. Par contre, quand j'écoute vos auditeurs, les Espagnols, là où ils ont du mal à comprendre, c'est quand on dit oui, il faut acheter français. Oui, d'accord, mais il faut comprendre aussi que l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne sont soumises à la même réglementation qu'en France. Les agriculteurs espagnols sont soumis à la même réglementation. Alors, n'achetez pas étranger. Oui, n'achetez pas étranger, ça veut dire quoi? Ne pas acheter marocain ou algérien par rapport aux fruits. Ukrainien, c'est l'Ukraine qui pose un problème, par exemple, sur la volaille. Aux céréales, mais nous, les Espagnols, c'est les tomates qui peuvent arriver du Maroc, qui ne sont pas soumises à la même réglementation. Donc, c'est pour ça que nous, après, on a du mal avec le mouvement français à comprendre pourquoi ce sont des camions espagnols dont la marchandise est complètement vidée sur les autoroutes, quand les Espagnols, les agriculteurs, ont le même problème de pouvoir d'achat et ont les mêmes souffrances que les agriculteurs français. Ils les partagent. Et puis, ça ne va pas s'arranger, puisque l'écologie, elle est mise en cause par les paysans, mais en Espagne, en ce moment, il fait 30 degrés dans le sud de l'Espagne, c'est-à-dire que l'Espagne est en voie de désertification et qu'on ne sait pas ce que va devenir son agriculture. Priorité au direct. Baptiste Durieux, qu'est-ce qui se passe pour les Bleus? Est-ce qu'ils sont qualifiés ou pas pour la finale? On est entré dans la prolongation. Il y a eu un moment historique. Les Bleus étaient menés par la Suède dans cette demi-finale. Et puis il y a eu 27 partout dans les toutes dernières secondes avec un shoot absolument énorme d'Elohim Prandi. C'est un joueur français qui est ailier, qui joue au Paris Saint-Germain. Et c'est un shoot historique qui, on l'espère, marquera l'histoire du handball français. Là, les Bleus mènent désormais 28-27. On rappelle que la prolongation, c'est 2 périodes de 5 minutes. Et on joue depuis 45 secondes dans cette première prolongation, mais le suspense est insoutenable et la tension est maximale. Je vous le confirme. Merci beaucoup, Baptiste Durieux. Alors, je me tourne vers vous, Richard Verly, parce qu'on a senti l'exécutif extrêmement nerveux cette semaine. Bruno Le Maire disait sur les plateaux du journal, mais bien sûr, nous aimons nos agriculteurs. Il faisait des cœurs avec les doigts. Il y avait aussi Gérald Darmanin qui a dit vraiment, on n'enverra pas les CRS contre la souffrance, on comprend, etc. On sent, et puis on sent là avec Gabriel Attal, Virginie Garin nous le rappelait, qui vient faire des annonces il pose son papier sur une botte de foin. On sent une certaine nervosité parce que la petite musique qui tourne, c'est après les gilets jaunes, les bonnets jaunes, et est-ce qu'il peut y avoir une confluence de toutes ces luttes? Et vous, Richard, vous n'y croyez pas, et vous l'avez écrit dans la newsletter Blick.fr.
Oui, moi, alors, la convergence des colères paysannes et des colères type Gilets jaunes, je n'y crois pas pour une raison simple, c'est que le mouvement paysan, c'est un mouvement qui est très organisé. Ça ne veut pas dire que les syndicats ne sont pas contestés, ils le sont, mais grosso modo, ce mouvement est très calanisé. Par ailleurs, vous venez de le dire, Anaïs, à la différence des Gilets jaunes, sur le plan du rapport de force, les agriculteurs ont déjà gagné. J'étais jeudi à Moulins, dans l'Allier, avec les paysans du Bourbonnais. À partir du moment où on leur laisse amener leurs tracteurs jusque devant la préfecture, ils ont gagné. C'est-à-dire que le rapport de force est en leur faveur. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin, il l'a dit, puisqu'il a dit que tant qu'il n'y aurait pas de casse, les forces de l'ordre n'interviendraient pas. Il semble que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de casse. Moi, ce qui me frappe vraiment par rapport à tout ce qu'on a dit... Si ce qui vous frappe vraiment, gardez vous le gardez et on y va. Tout à l'heure, on se retrouve dans une poignée de secondes sur RTL. RTL. Sie erfinden Frankreich neu. Ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, Birgit Holzer, Juan José Dorado, Paolo Levi et Richard Verly. Et on parle de la colère du monde paysan. Et Richard, vous étiez en train de nous dire ce qui me frappe. Ce qui vous frappe, c'est quoi? C'est que en France, contrairement aux pays européens, parce qu'il y a une colère paysanne aussi en Suisse, par exemple, mais en France, elle ne porte pas que sur le revenu. Il y a un vrai problème de revenu et les paysans gagnent de moins en moins et ils ne le comprennent pas et surtout ils ne peuvent pas le supporter parce qu'ils ont des frais très importants liés à leur matériel. Alors, en France, un salaire de viticulteur, ça va de 2 760 € à éleveur caprin et ovin, 680 € par mois. Hein. Exactement. Pas beaucoup. Donc il y a un problème de revenu qui est évidemment le facteur déclencheur, mais au fond, quand vous les écoutez, dès qu'ils commencent à parler, et moi le mot qui m'a frappé, c'est qu'ils veulent du bon sens. C'est-à-dire qu'ils sont déboussolés, les paysans à qui vous parlez, parce qu'ils sont sous une charge administrative, sous une charge bureaucratique qu'ils ne sont plus capables de gérer. C'est même pas qu'ils ne la comprennent plus, ils ne peuvent plus la gérer. On écoute Jean, qui est éleveur de brebis et céréalier en Haute-Garonne, au sujet de la paperasse. Il y passe des week-ends entiers à ne faire que des papiers, à remplir parfois même 3-4 fois le même papier, mais parce qu'il faut envoyer le même papier à divers organismes qui pourtant ont la plupart du temps des bureaux côte à côte. Alors ça, c'est une spécialité française, non? Alors si vous comparez à la Suisse, c'est évident. Et moi, j'y vois la conséquence du système français. J'y reviens assez souvent ici, mais en Suisse, vous avez un système extrêmement décentralisé, où les affaires agricoles se déroulent pour l'essentiel au niveau des cantons. Eh bien, quand vous avez une administration qui est proche de ses administrés, bien évidemment, ça facilite quand même la compréhension. En France, globalement, les directives sont décidées à Paris. Alors, elles viennent de Bruxelles, encore plus haut. Elles passent par Paris, où semble-t-il, on en rajoute. Oui. C'est la fameuse superposition. C'est l'intransigeance bureaucratique française qui s'ajoute à une intransigeance européenne. Donc, c'est infernal. Et il semble quand même, en tout cas, en croire les paysans, que dans les autres pays de l'Union européenne, je ne parle pas hors Union européenne, eh bien, on sait aménager les règles européennes, on sait prendre une certaine marge de manœuvre avec ces règles européennes, ce qu'en France on ne fait pas, je cite les paysans, parce que l'administration en France est sans doute plus tatillonne, plus bureaucratique, plus exigeante, elle est aussi plus nombreuse et certains disent elle se nourrit au fond de formulaires et de bureaucratie. Virginie Garin, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Le rappeler, mais c'est vrai, non mais 14 normes pour le taillage de haies, c'est complètement faux. Paolo Levi, vous êtes d'accord, c'est quand même une spécialité française ça, non, complètement, et je veux dire une provocation, mais si vous regardez un petit peu l'histoire de l'intégration et de l'Union européenne, de comment se sont formées les institutions, la Commission, voilà, ce millefeuille administratif dont on pointe souvent le doigt à Bruxelles, en fait, il a été inspiré par la France, qui est quand même un des pays fondateurs de l'Europe et qui a imposé aussi, disons, cette approche très, très bureaucratique et lourde. Donc, quelque part... Quand j'entends Richard dire imposé par Bruxelles et puis la France, c'est presque la France qui a imposé à Bruxelles cette approche et ensuite elle se l'est retrouvée. Oui, je vous assure, j'ai vécu 5 ans à Bruxelles et il y a vraiment un choc de civilisation entre tous des pays qui sont beaucoup plus légers de ce point de vue-là et nous, les gros pays latins, l'Italie, y compris l'Italie aussi, elle est très lourde d'un point de vue administratif, nous sommes les fondateurs aussi et avons beaucoup influencé, disons, cette approche. Moi, je pense qu'il faut vraiment un choc de simplification au niveau européen
dans le respect des règles, mais on peut, oui, comme vous dites, il y a 14 règles, normes pour faire la même chose, etc. C'est qu'il y a vraiment un problème. Birgit, est-ce que c'est aussi une tradition française, quand les paysans bougent, les gouvernements tremblent ? Ah oui, je pense, et pas que les paysans, hein, c'est quand on voit monter la Ce que disait le monsieur, là, du sang et des larmes, sinon il ne se passe rien en France. Oui, mais c'est vrai. Et là, on voit la réaction, on voit la panique quasiment du gouvernement. Ils ont aussi une expérience avec les Gilets jaunes, justement, qu'ils n'ont pas, personne a vu venir. Et du coup, maintenant, on essaie de maîtriser le feu avant qu'ils prennent de partout. Mais je pense, parce qu'il pourrait y avoir les pêcheurs là, qui peuvent pas pêcher dans le golfe de Gascogne pour les dauphins. Ils pourraient même se dire, mais pourquoi eux et pas nous ? Donc effectivement, ça pourrait avoir effectivement un effet qui déclenche d'autres mouvements, pourquoi pas. Et après, il faut faire revivre nos provinces, nos petites villes, etc. Mais tous les centres... Ce qu'on a entendu de cette dame très intelligente et très touchante, elle dit, moi je voudrais bien, mais en fait, je ne sais pas où aller. Il y a un supermarché de grande distribution qui m'offre ça et le reste, comment je fais, où je vais. Et effectivement, moi j'ai eu la chance d'aller dans la province française aussi, y compris pendant des périodes longues. Et parfois, on n'a pas de choix. Mais Paolo, tous les centres-bourgs français sont dévitalisés au profit d'énormes zones industrielles. Ce que vous n'avez pas fait en Italie. Exact. Et ce que vous n'avez pas fait en Espagne. C'est-à-dire zones... C'est une vraie question. Il y a une vraie urgence de revitaliser vos centres. Moi, j'ai passé 4 ans, 5 ans où je fréquentais énormément Béziers. Béziers, c'est une ville adorable, une ville médiévale, en haut d'une butte, avec des ruelles extraordinaires, 300 jours d'ensoleillement par an. Cette ville, elle est devenue une ville fantôme, parce qu'à côté de Béziers, on a ouvert un hypermarché, on dirait d'être à New Orleans, à l'américaine, etc. Et donc, les gens, forcément, ils vont à un hypermarché. Pareil et à ce la centre-ville, Flèche, par ailleurs, magnifique, Angoulême, il meurt. Venez, il faut absolument mettre un frein à cette tendance. En plus, la France, qui s'est toujours posée comme contre-modèle aux États-Unis, en fait, c'est peut-être le pays européen, des Latins au moins, qui a le plus épousé cette approche. Donc, il faut retourner à nos sources. Notre vraie identité européenne n'est pas dans la quantité, elle est dans la qualité. L'Europe, c'est la qualité, c'est pas la quantité. La quantité, on l'a fait faire aux Chinois et aux Américains. Très bien. Allez, une pause. Et dans un instant, je ne sais pas très bien de quoi on va parler. On va réfléchir tous ensemble pendant la coupure pub, parce qu'il y a un sujet qui va forcément devoir sauter. Ah bah si, on va parler, vous savez de quoi ? On va parler d'un film. Voilà, on va parler d'anatomie, d'un succès, les amis. À tout de suite. Jusqu'à 20h. Ils refont la France avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, Birgit Holzer, Juan José Dorado, Paolo Lévy et Richard Verly. Alors, Baptiste Durieux, que se passe-t-il pour le match de hand ? Est-ce que l'équipe française est qualifiée ? Oui, c'est terminé. Exploit absolument sensationnel. Succès, donc 34 à 30 après prolongation. Il faut rappeler que la France menait de 6 points à la pause avant de se faire rattraper. Et puis dans les toutes dernières minutes, il y a eu ce shoot, et on en va en reparler évidemment, d'Elohim Prandi, qui sera partout sur les réseaux sociaux. Vous allez voir la vidéo des millions de fois ce soir. Et donc ce succès, cette qualification en finale de l'Euro, c'est la première finale de championnat d'Europe depuis 2014. Et c'est un vrai événement, et une équipe pleine de fous, pleine de caractère, qui est absolument sensationnelle. Championne olympique en titre aussi, faut-il le rappeler. Merci Baptiste. Allez, page cinéma maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Palme d'Or, Anatomie d'une chute de Justine Triet, mais il se trouve que ce morceau-là est un des personnages du film. Vous l'avez vu, ce film ? Vous l'avez aimé ? Non ? Richard ? Non, à chaque fois, c'est la deuxième fois que je dois aller le voir. C'est un film exceptionnel qu'il faut absolument que vous alliez voir. 5 nominations aux Oscars pour le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, qui est donc, je le rappelais, a raflé la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Écoutez la joie de la réalisatrice quand elle apprend ça. C'est quoi Best Picture, ça veut dire quoi? Elle dit, mais ça veut dire quoi Best Picture? Ça veut dire quoi Best Picture? Tellement elle comprend pas ce qui lui arrive. Donc ce film, c'est un
C'est un thriller psychologique, c'est une comédie de couple, c'est un très grand film, c'est vrai qu'il faut aller voir, qui fait un carton, à la fois dans les pages de Libération et Télérama, mais c'est aussi un grand film populaire. Et en fait, Justine Triet, elle avait fait un discours très particulier à Cannes dont on se souvient. Écoutez. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Alors bon, pour une exception culturelle cassée, c'est quand même son film à 5 nominations aux Oscars. Vous l'aviez pas trouvé un peu sévère, Richard Verly, à l'époque? Si, alors sévère, j'ai pas à juger parce que je ne la connais pas. Je pense pas que le gouvernement... C'était peut-être pas l'endroit pour faire ce genre de sortie. Disons que je pense pas que le gouvernement d'Emmanuel Macron soit un gouvernement néolibéral. D'abord, j'aime pas ce mot, à titre personnel. Il y a des pays en Europe qui ont un système économique beaucoup plus libéral que la France. Ils ont le droit de l'avoir, ils se portent pas si mal. Quelques-uns d'entre eux sont prospères. Donc j'aime pas quand on accole le mot libéral à une forme d'insulte ou de rejet. Dans le mot libéral, il y a le mot liberté, il faut quand même le rappeler. Et la liberté, elle est quand même au cœur de notre système économique. Voilà. À part ça, prendre la parole au Festival de Cannes, elle avait remporté la palme, elle était tout à fait en droit de la prendre. Ce qui est intéressant, c'est que si vous rajoutez agri devant culture, le même discours, les agriculteurs aujourd'hui pourraient le prononcer. Il y a une exception française, il y a une exception française en matière de cinéma, il y a une exception française en matière d'agriculture. Elle a été portée par l'argent public et c'est la bonne partie c'est ça. de l'équation. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui se rend sur une tribune officielle pour remercier d'un prix et qui en fait a bénéficié elle-même des subsides publics. Pour faire un parallèle un peu audacieux, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de bureaucratie dans la cinématographie française que dans l'agriculture. Il faut peut-être se poser ces questions. Le cinéma français, il se porte bien parce qu'il y a de l'argent public et il faut de l'argent public. Il y a des pays qui en ont beaucoup moins, mais il faut de l'argent public et en même temps une manière de fonctionner qui permette à tout le monde de vivre et de bien se porter. Alors l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, ici très dignement représentés, respectivement par Juan José Dorado, Paolo Levi et Birgit Holzer, avaient, il y a quelques dizaines d'années, un cinéma absolument flamboyant, des réalisateurs extraordinaires. Où est-il passé votre cinéma? Pourquoi n'avez-vous pas su faire une exception culturelle italienne comme nous l'avons fait en France? Parce qu'on est peut-être les rois de la paperasse, les gars, mais en tout cas, on a encore un cinéma. Non, mais nous aussi, vous aussi. Anaïs, il faut remettre à jour vos logiciels. Parce que c'est vrai que pendant les années Berlusconi, disons, on a eu une crise du cinéma italien très très forte, mais là, il faut vous remettre un peu à jour, parce que je vous signale que nous sommes en train de collectionner des succès planétaires, y compris des prix Oscar, avec des réalisateurs qui sont en pointe au niveau mondial. Je vous cite Paolo Sorrentino, qui a gagné l'Oscar avec La Grande Bellezza il y a quelques années et qui ensuite a fait d'autres chefs-d'œuvre. Je vous invite demain, ce week-end, quand vous voulez aller au cinéma à Paris, voir Mio Capitano, un film de Matteo Garrone extraordinaire sur la crise migratoire et qui doit nous concerner tous en Europe. Donc non, je recuse absolument la critique. Le cinéma italien est rené et il y a une vraie renaissance du cinéma. Mais je me demande s'il n'est pas beaucoup financé par... Non, zéro. La chose extraordinaire, c'est ça. C'est qu'on produit moins de films, mais généralement, quand on les... C'est des projets personnels. Les réalisateurs, les productions font des efforts de dingue pour réaliser ces films sans beaucoup de financement de l'État. Et quand ça vient, ça vient généralement bien. Et une dernière chose, les meilleurs films qu'on fait, généralement, on les fait ensemble parce que les productions franco-italiennes et italo-françaises sont les meilleures productions qui soient depuis l'après-guerre. Rapidement, l'Espagne et l'Allemagne. Alors, côté espagnol, déjà, on a aussi Almodóvar. Oui, mais enfin, lui, ça fait 47 ans. Mais on peut revenir en arrière. Il y avait Buñuel aussi, qui a fait des très beaux films, français ou espagnols. Allez savoir. Alors, c'est vrai qu'il y a une exception culturelle française, que beaucoup des pays essayent de copier. Le seul problème, effectivement, c'est que le financement derrière, ça met du temps. Mais par contre, vous savez, le cinéma espagnol n'est pas mort. L'Espagne produit pratiquement le double des films qu'en France. L'Espagne a produit c'est pas possible. plus de 700 films en Espagne.
l'Espagne. Mais nous avons un petit avantage peut-être par rapport à vous, c'est qu'on a aussi les pays latino-américains. Donc il y a beaucoup de coproductions avec les pays latino-américains dont la plupart de l'argent est espagnol. Mais le cinéma, ça marche. On a des réalisateurs et des acteurs qui ont vraiment du succès. Mais c'est vrai que cette expression culturelle, vous savez la vendre et vous avez raison de le faire. Et nous, on aimerait pouvoir vous copier au moins sur un certain nombre de points que vous savez défendre mieux que nous. Birgit, le mot de la fin pour vous. Nous avons aussi un bon cinéma. Vive le cinéma européen. Effectivement, mois de subvention, nous avons une très bonne actrice allemande qui s'appelle Sandra Hüller, qui du coup est aussi nominée 2 fois en fait pour des Oscars ou dans 2 films. Elle joue dans Anatomie d'une chute. Dans ce film, et elle a fait aussi un très beau discours il n'y a pas très longtemps. Elle a simplement demandé à 1 minute de silence pour la paix. Merci Birgit. Allez, une pause et dans un instant, Sacré Français. À tout de suite sur RTL. RTL, ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, Birgit Holzer, Juan José Dorado, Paolo Levi, Richard Verly et notre partenaire, Courrier International, pour notre rubrique Sacré Français. Sacré Français. Alors, vous le savez, Courrier International nous propose toutes les semaines une petite pépite de la presse internationale. Le journal Courrier International, c'est le journal qui repère, sélectionne et traduit toutes ces petites pépites de la presse internationale. Parfois, on y trouve vos papiers, d'ailleurs, les amis. Et cette semaine, Courrier nous dit, regardez ce papier, vous pouvez aller sur leur site, il est très bien fait. Les Français ne sont pas si désagréables, ce sont juste des Français. Alors, le journaliste anglais explique qu'il y a une vidéo TikTok virale d'une Américaine qui soulève une vieille question. Est-ce que les Français sont mal polis ou pas? Et elle raconte son expérience. Elle dit qu'elle a été pendant 1 semaine dans la ville de Lyon et que personne ne l'a abordée, qu'elle a parlé avec personne et que les Français sont décidément vraiment des êtres puants, arrogants et insupportables. Elle dit qu'elle a passé d'excellents moments en Italie, mais ça ne nous étonne pas, Paolo. Et elle dit qu'elle a même passé de bons moments même en Allemagne. Et ça, ouais. Alors, le journaliste dit que si elle avait peut-être posé son téléphone portable, elle aurait peut-être pu communiquer avec des vrais gens. Mais qu'il y a en France une approche différente des relations sociales. Est-ce que vous confirmez, les amis? Richard? Oui. Oui, je pense qu'il y a en France, depuis quelques années, il y a une espèce, non pas de colère, il ne faut pas exagérer, mais les Français sont grognons. On le voit, on le sait. Oui, ils sont grognons et ils le font sentir parfois aux étrangers. Et les étrangers, il faut le dire, arrivent en France avec aussi un bagage de poésie un peu superflu. Les Américains sont persuadés qu'ils vont trouver Emily in Paris. Mais Emily in Paris, c'est de la fiction. Donc je crois que le choc entre les deux, le côté grognon des Français et les attentes peut-être exagérées des étrangers, ça peut produire des étincelles, mais globalement, une fois qu'on est là et bien évidemment, il ne faut jamais caricaturer, mais oui, je plaide pour le français grognon. J'ai pas dit réfractaire, j'ai dit grognon. Parce que Anthony Perrigagne, il dit que par exemple sur les serveurs, en fait, en France, être serveur, vous savez, les serveurs en France, ils ont la réputation d'être des grossiers personnages, etc. Et qu'en France, en fait, le serveur, c'est un vrai métier de gens qui entendent qu'on les respecte, etc. Alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, par exemple, les serveurs, c'est un petit job d'étudiant et on est peut-être plus affable. Non, Juan José? Non, c'est vrai. C'est vrai par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres pays, même parfois par rapport à l'Espagne. Mais je suis d'accord avec Richard, les Français sont assez grognons. Et il y a quand même, et là on a tendance à oublier, il y a quelques années, le ministère de l'économie, qui avait à l'époque le tourisme à sa charge, avait payé des cours de politesse. Non, mais c'est une réalité. Et la mairie de Paris destinée justement aux restaurateurs de façon qu'ils puissent mieux accueillir les touristes. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup des touristes espagnols, quand ils arrivent, ils disent qu'il n'y a aucun effort fait du côté justement des restaurateurs, des garçons, etc. Moi, je pense que la clé est la langue. Et si cette Américaine avait dit bonjour, peut-être ça aurait été différent. Je pense vraiment qu'on rentre dans le cœur des Français. Si on a un appétit pour leur langue, comme vous. 2-3 mots en français. Ouais. Et à ce moment-là, ils peuvent être vraiment adorables. Mais je pense que si on vient avec un hello, ça va probablement mal se passer. Ça engage mal les choses, Paolo. Écoutez, ça fait très longtemps que je réfléchis à cette question qui me taraude. Non, c'est vrai. Parce que depuis que je suis tout jeune, je fréquente. Je peux pas parler des Français. Je peux peut-être
parler des Parisiens. Et je pense qu'à Paris, il y a un vrai problème dans le sens que un des plus grands héritages, un des plus grands phares de la France sur lequel vous avez beaucoup misé, et à juste titre, c'est Descartes, disons les mathématiques. Alors les mathématiques, à mon avis, elles peuvent fonctionner pour faire marcher une armée, organiser un bloc opératoire. Mais j'ai l'impression, notamment ces derniers 20-30 ans, qu'on applique de plus en plus le rationalisme cartésien, même aux conventions relations humaines. Et à mon avis, vous passez à côté de votre âme, qui au fond est aussi latine, et qui, à mon avis, doit récupérer de l'humanisme. Je vous fais un exemple très très simple. Moi, je vais depuis 10 ans toujours chez mon même boulanger à Paris. Tous les matins, il me dit 3 formules de politesse, très gentilles par ailleurs, mais c'est toujours les 3 mêmes formules. Bonjour, bonsoir, avec ceci. Je fais la même chose à Rome. Il n'y a pas un jour chez mon boulanger romain qu'il me dit la même chose. L'autre jour, je suis rentré, j'avais les cheveux un peu trop longs. Il m'a dit « Oh, écoute, avant de rentrer, le casque, tu peux même l'enlever, etc. » Mais, tu vois, c'est quelque chose de taquin, tu peux te sentir, mais il te reconnaît dans ton unicité d'être humain. Et ça, c'est la chose qui flatte le plus au monde. Je pense que les Français avaient ça, et les Parisiens avaient ça, parce que si on regarde tous les films du néoréalisme, la littérature, il y a de ça, mais on est en train de le perdre à l'avantage de conventions de politesse imposées un peu de façon mathématique. Et à mon avis, ça engendre une dynamique néfaste. Donc, tout est formaté et ça nous ramène encore aux paysans, parce que c'est une chose qu'ils disent, ras-le-bol de tout ce qui est formaté, qui s'impose aux gens, en oubliant le bon sens, l'individu et la nécessité d'une relation personnelle. Alors il y en a un qui est pas... Tu peux répéter, j'ai rien compris à ton truc. Il y en a un qui n'est pas formaté et c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est une spéciale dédicace pour vous. C'est l'éternelle maladie. C'est Michel Sardou qui chante pour vous la maladie d'amour. Paolo. C'est le cas de le dire. La maladie d'amour, l'éternelle maladie. Voilà, un autre grand chanteur qui a constitué un pont entre nos deux pays si semblables et si différents en même temps. Et donc, merci la Michel maladie Sardou. d'amour en italien. Merci Bellissime. à tous les 4. Ils refont la France. Revient vendredi prochain, vous le savez, à la même heure. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast dans un instant. RTL Foot avec Eric Silvestro. Mais avant l'essentiel de l'actualité avec Aude Verniche.